Et salut! J'avais pas fait de FAQ l'année dernière, alors je me suis dit que cette année, il fallait absolument que je retente le coup. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, on est plus de 70 000 quand même. Alors tout d'abord, merci à vous tous qui regardez régulièrement mes vidéos et mes shorts, et merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Et puis bonne année tant qu'on y est, hein. Vu que je tourne cette vidéo le 2 janvier, va falloir que je démonte mon sapin après aussi. Donc oui, il y a quelques temps, je vous ai posé des questions dans mon onglet communauté ici sur YouTube, et si vous ne connaissez pas cet endroit fantastique, je vous encourage à aller y faire un tour de temps en temps. J'y partage des infos sur les conventions auxquelles je participe, mais aussi les news sur les nouvelles vidéos, et parfois je vous pose des questions. Donc comme j'ai pas fait de vidéo résumée l'année dernière, on va aussi parler des choses importantes qui se sont passées sur la chaîne en 2023, et aussi de toutes les dingueries que j'ai pu faire grâce à vous en 2024. Mais avant la récap, on commence par vos questions. J'adore toutes tes vidéos sur le true crime historique, les anecdotes sur les objets anciens ou même des jouets de notre enfance, même si c'est des années 90. Celles sur l'histoire de la mode et les musiques, tes vidéos sont déjà très variées, donc j'espère que ça va continuer. Lesquelles préfères-tu faire? J'adorerais voir ton dressing et des idées de tenue aussi. Et oui, les années 90, c'est vieux. C'est souvent difficile pour certaines personnes de s'en rendre compte, mais en fait, 1990, c'était il y a 35 ans. Ça nous rajeunit pas, hein? Allez, juste pour le plaisir, quelques petits coups de vieux. La PlayStation 1 a 30 ans, les Furby nous ont parlé pour la première fois il y a 27 ans, le film Jurassic Park est sorti il y a 32 ans et la première série de cartes postales Diddle a 34 ans. Enfin bref, je pourrais continuer longtemps, le passage à l'an 2000, celui où il n'y a pas eu de bug, c'était il y a 25 ans déjà. N'empêche, c'est un peu comme certains vieux qui disent que la Seconde Guerre mondiale c'était il y a 50 ans. Non, c'était il y a 80 ans les gars. Ne faisons pas comme eux, ne nous mentons pas à nous-mêmes, enfin, vous faites comme vous voulez. Sinon, pour les vidéos que je préfère faire, en fait c'est très difficile de choisir. Parce que j'ai pas de calendrier précis, je les écris selon mon humeur, le sujet qui va le plus me brancher à l'instant T. Mais j'avoue que si je devais choisir, Souviens-toi le siècle dernier, les affaires criminelles, c'est vraiment un format que j'adore. Et si je devais avoir une chaîne ou un podcast avec un seul sujet, je pense que ça serait celui-là. J'avoue que ça serait pas mal de passer ce format en podcast, ça aurait du potentiel je pense, mais pour juste nous deux, Julien et moi, ça ferait encore du boulot en plus, ça deviendrait compliqué de tout gérer. Concernant mon dressing, il fut un temps, je tenais un blog mode, mais c'était dans une autre vie et dans un autre style. Je faisais pas mal de photos de tenue et tout ça, mais aujourd'hui j'ai plus autant de vêtements. Je préfère traiter d'autres sujets beaucoup plus variés et qui touchent un public plus large. Je préfère ça plutôt que d'être une vlogueuse mode ou lifestyle, même dans le vintage. À voir les statistiques de mon audience en 2024, j'ai environ 85% d'hommes pour 15% de femmes sur toute la chaîne. Et pour te dire, même les vidéos avec des sujets au premier abord plutôt féminins, disons genre les coiffures des années 40, vidéo que mon public féminin m'a réclamé tellement de fois depuis les débuts de la chaîne, elle a un ratio de 60% de mecs pour seulement 40% de femmes. Donc la conclusion que j'en tire, c'est que parler d'histoire, de sujets de mode, ok, mais parler chiffon, tuto, conseil look, sans le fond histo, je laisse ça à d'autres qui le font sûrement beaucoup mieux que moi. J'apprécie particulièrement tes vidéos qui parlent de la Seconde Guerre, il y a beaucoup de choses que vous expliquez que je connais déjà, mais d'autres choses que je découvre, moi-même étant dans une association de reconstituants sur le maquis de l'Ain et un peu d'américain aussi. Cette année a été très chargée pour nous, car beaucoup de reconstitutions à faire pour les 80 ans. Si vous avez des infos ou des faits méconnus sur la résistance dans le département de l'Ain ou des groupes américains qui ont stationné, je serais très intéressée. C'est vrai que l'année a été très chargée d'un point de vue reconstitution dans ma région aussi, et 2025 sera pas mal chargé aussi, parce que mine de rien, c'est les 80 ans de la fin de la guerre et il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. À titre personnel, j'en ai pas fait tant que ça des commémos parce que mon boulot fait que le week-end, je suis souvent absente, et entre remplir mon frigo et me pointer au commémo pour faire le piquet devant le monument aux morts avant d'aller boire le verre de l'amitié à la mairie, le choix est vite fait. Après, bien entendu, ça fait partie du travail de mémoire, hein, mais je fais ma part avec le contenu que je crée sur YouTube, je pense. Ensuite, pour le département de l'Ain, je le traverse plusieurs fois par an, quand je vais à Lyon pour Japan Touch, rien à voir avec la reconstitution. Tout ce que je connais, c'est l'histoire de Joseph Vacher, un tueur en série qui a sévi dans la région au 19e siècle et dont j'ai raconté l'histoire dans une vidéo. Mais niveau Seconde Guerre mondiale, je sais pas du tout ce qui s'est passé dans le coin. Il faudrait sûrement faire des recherches du côté des archives du département, mais ça, je vous laisse le faire vous-même. Elles sont très complètes et faciles d'accès de ce que j'ai pu en voir pour l'histoire de Vacher.
Et puis sinon, petit conseil resto, si vous passez par Bourg-en-Bresse. Oui, je le dis pas bien, mais je suis pas de la région, et le premier qui m'emmerde, je lui fais épeler Niederchef, Olsheim et une paire d'autres villages alsaciens galles. Ah oui, et puis ce resto, c'est le resto de l'abbaye. Je vous recommande particulièrement la Bressiflette. Bonjour, tout simple, d'où vient cette passion de l'histoire et de la reconstitution? Tiens, c'est vrai que j'ai jamais raconté comment je suis tombée dans la reconstitution. En fait, c'est un hasard. Quand j'ai déménagé il y a quelques années, il y avait le bulletin communal du village dans la boîte aux lettres, et dedans, il y a toujours la liste des associations et de ce qu'elles ont fait pendant l'année. Et là, je vois qu'il y a une association de reconstitution militaire US Seconde Guerre. Je connaissais déjà cette activité, mais je l'avais jamais pratiquée jusque-là. Je me contentais des tenues civiles parce que je suis une fan de vintage. Je sortais d'ailleurs tout juste de ma période un peu pin-up, les robes à pois sur lesquelles j'aime bien cracher aujourd'hui. Du coup, mon mari et moi, on a pris contact avec le président de l'asso, on les a rejoints, et voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, après, on a fini par quitter cet asso pour des divergences d'opinions variées, disons, et maintenant on est reconstitueurs indépendants avec un groupe de potes, et suivant nos dispos, on va à des événements ou des commémos. Sinon, pour ma passion de l'histoire, ça j'en ai déjà pas mal parlé, notamment quand j'ai été invitée à une émission de Figaro TV en 2024. Quand j'étais en primaire, il y avait une médiathèque juste à côté, et j'y allais tous les soirs après l'école. J'étais en plein dans ma période momie et du coup, je lisais beaucoup de livres autour de l'Égypte ancienne. Et à force, j'ai élargi les sujets, mais toujours autour de ce qui était ancien. J'ai toujours été attirée par ça, je sais pas pourquoi. Je regardais beaucoup les albums photos de la famille chez ma grand-mère aussi, et c'est certainement ça qui m'a fait m'intéresser à la mode. Puis il faut ajouter que la chaîne YouTube aide bien de son côté. Même si je l'ai choisi, le fait d'avoir des sujets imposés pour des vidéos, ça me pousse à creuser davantage certains thèmes et même parfois, enfin souvent, des trucs vers lesquels je serais peut-être jamais allée s'il n'y avait pas eu le prétexte des vidéos. Ça arrive assez souvent que j'aille un peu à reculons vers certains sujets parce que j'en ai un a priori assez chiant, mais quand on creuse, il y a toujours des trucs intéressants à dire. Penses-tu faire d'autres vidéos sur les crimes ou histoires sombres vintage? En dehors du vintage, y a-t-il des domaines qui n'ont peut-être pas leur place sur la chaîne mais qui t'intéressent ou t'intriguent? La série Souviens-toi le siècle dernier est très loin d'être terminée. J'ai des dizaines d'histoires dans ma liste et je les fais au fur et à mesure, j'adore vraiment toutes ces vieilles affaires. En plus, à chaque fois que j'en traite une, j'en découvre plusieurs autres, alors la liste ne fait que s'allonger. Ce sont parmi les vidéos les plus compliquées à produire sur la chaîne, c'est pour ça que j'en sors assez peu. L'écriture déjà, parce que je me contente pas de réciter la fiche Wikipédia de l'affaire comme pas mal de vidéos dans la thématique criminal podcast que j'ai pu croiser sur YouTube. Après, quand on voit le rythme de publication de certains, forcément on peut pas faire autrement que de se contenter de la surface des choses. Wikipédia en l'occurrence. Alors ça demande beaucoup de recherche d'une part, et ensuite, ça c'est plus le côté de Julien, mais on veut que ces vidéos soient belles et prennent place dans des lieux originaux qui collent au sujet et à l'esthétique 1900-1910 qu'on a choisi pour le personnage d'Alphonsine, et ça aussi, ça nous complique la tâche. La dernière en date, celle du cimetière, ça n'a pas été super simple à trouver. On a tenté un très vieux cimetière israélite près de chez nous, mais si on a eu une réponse de l'asso qui l'entretient, les autorités religieuses de la région nous ont juste pas répondu. Puis on a tenté de contacter un youtubeur de la région qui avait fait une vidéo avec ce genre de mise en scène, histoire de glaner un spot et un contact, mais pareil, pas de réponse. Bref, c'est ma belle-mère qui a fini par nous parler de la collection d'art funéraire de l'Écomusée d'Alsace, et c'était l'endroit parfait. On avait déjà bossé avec eux sur une vidéo il y a quelques années, donc ils nous ont dit oui tout de suite. Et comme c'est pas un vrai cimetière, ils se posaient pas la question du manque de respect envers les sépultures ou de l'aspect religieux. Et c'est tant mieux. Bref, tout ça pour dire que les Souviens-toi le siècle dernier, c'est du taf, mais ça va vous plaire, il y en a 2 déjà tournés qui arrivent sur la chaîne bientôt. En dehors du vintage et qui aurait pas sa place sur ma chaîne, j'adore les jeux vidéo. Bon, remarque, après, c'est beaucoup des vieux jeux, donc quelque part, ça aurait peut-être sa place sur la chaîne, ça dépend comment c'est traité. Je m'interdis pas peut-être un jour d'aborder le sujet, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment. Comment débuter la reconstitution historique Seconde Guerre mondiale? Comme je l'ai dit dans une question précédente, il suffit de tomber par hasard sur un groupe de reconstitution. Ou alors de chercher sur les réseaux sociaux s'il n'y en a pas un dans le coin. C'est le meilleur moyen de se rapprocher de personnes qui font cette activité et ensuite, au fil du temps, on fait des connaissances. Les assos, ça va, ça vient, mais c'est un bon moyen de débuter. Et si j'avais un conseil concret à te donner, je dirais qu'avec les 80 ans de la Libération et la fin de la guerre en 2025, tous les événements qui auront lieu, c'est l'occasion ou jamais d'aller faire connaissance avec les reconstitueurs de ta région. Toi aussi, tu veux rencontrer les reconstitueurs de ta région? Envoie Farb au 3945. Bonjour, es-tu fan d'histoire? Non, absolument pas, j'ai horreur de ça, même qu'au lycée, je me suis fait virer de cours par mon prof d'histoire. Yo Manu, si tu me regardes,
C'est pas une blague, hein, c'est totalement vrai. À l'école, j'avais horreur des cours d'histoire, je trouvais ça soporifique et inintéressant au possible. La naissance de l'écriture en Mésopotamie, sérieusement? L'agriculture en Égypte ancienne, on peut pas plutôt parler des momies et d'Howard Carter? Enfin, j'imagine que tout ça, ça peut être intéressant, juste pas avec les profs que j'avais, qui avaient pas l'air passionnés par leur sujet. Visiblement, ils avaient autant envie d'être dans ce cours que moi. Bon, après, j'ai eu des profs super quand même, hein, dont celui qui m'a viré de cours. Mais en fait, c'était lié à un autre sujet, pas l'histoire. Ça incluait des commémos, une auberge de jeunesse et un voyage en Normandie. Disons que j'étais pas trop d'accord sur le standing du lieu. C'est drôle, mais le voyage m'a donné raison, ainsi que l'intoxication alimentaire à laquelle j'ai échappé grâce à mon flair. Donc pour conclure, oui, je suis fan d'histoire parce que je suis tombée dedans par moi-même à travers des sujets qui m'intéressaient. Penses-tu un jour faire une vidéo sur l'évolution de ton style au fil des années? Comment as-tu découvert le style que tu arbores maintenant et y a-t-il d'autres styles qui te font envie? Alors c'est marrant cette question parce qu'en fait le script de cette vidéo existe depuis 2 ans mais je l'ai jamais tourné. Donc je pense qu'elle sortira dans l'année, je pourrais juste pas dire quand, j'en ai aucune idée, mais j'ai relu le script récemment et je me suis plongée dans les albums photos chez mes parents à Noël pour sortir la crème de la crème des années 90 et 2000, parce que ouais, mon apparence était extrêmement importante à mes yeux. Puis en plus c'est vintage, hein. Et je sais que les jeunes d'aujourd'hui adorent ce style et tout ce qui touche à cette époque. Tu sais que tu prends de l'âge quand les trucs que t'as portés ado reviennent à la mode. D'ailleurs, presque rien à voir, mais ça me fait penser que depuis quelques temps, je vois des publications sur Insta pour des appareils photos sans écran, style vintage, un peu comme des jetables, mais à la place de la pellicule, c'est une carte mémoire. Donc en gros, c'est un numérique, mais sans écran. Alors tu peux pas voir tes photos avant de les mettre sur un ordinateur. Je sais pas si c'est vraiment un truc, hein, mais c'est une preuve supplémentaire que les jeunes adorent ce que nous on avait quand on était ados. Les appareils photo jetables pour le coup. Pour revenir à la vidéo, en tout cas, faudra bien s'accrocher. Alors avis à tous les gens qui aiment le style 90-2000, parce que va y avoir l'inspiration 100% authentique par une vraie personne de l'époque. Moi. Le style années 30-40-50, j'ai découvert ça sur les photos de ma grand-mère et dans les films. Je sais même pas pourquoi je l'ai adopté d'ailleurs. J'aime bien, c'est tout. Ça s'explique pas vraiment. Même si je cherche pas à être historiquement correct tous les jours, je m'inspire de pas mal de trucs, mais toujours anciens et intemporels. C'est d'ailleurs comme ça que je définirais mon style. Et oui, bien sûr qu'il y a d'autres styles qui me font envie, mais c'est des choses qui sont totalement impossibles à porter aujourd'hui, à part pour des tournages ou des événements spéciaux. Le style 19-20e siècle, et j'avoue que j'aime beaucoup les robes à l'anglaise du 18e siècle. Donc parfois, je m'inspire de tout ça pour mes tenues, mais juste un peu, parce qu'il faut que ça reste portable. Le seul élément que je porte assez souvent, c'est mes bottes à lacets 1900 parce qu'elles sont super confortables. Rien que ça donne un côté ancien à une tenue. Il suffit de pas grand chose, c'est très joli avec une jupe cercle style années 50 et une veste à basque. Est-ce que tu maîtrises l'alsacien? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est similaire à l'allemand? Weißt du was? Als Kind habe ich nur Elsassisch geredet, bis ich in die Schule gegangen bin. Meine Familie hat immer mit mir Elsassisch geredet, aber mein Mann versteht nichts, c'est Franzose. Je parle quasiment plus alsacien depuis mes 4 ans, mais je le comprends parfaitement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a presque autant d'Alsaciens que de villages. C'est un peu comme le costume traditionnel. J'avais fait une vidéo sur ça. Quand tu te déplaces dans la région, les gens parlent pas du tout pareil et parfois on comprend même pas la moitié. La pire différence, c'est le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Ça fait bien plus de 10 ans que j'habite dans le Bas-Rhin, chez les Peixers, parce que j'ai grandi dans le Haut-Rhin, mais j'avoue que parfois il y a des gens, je comprends pas grand-chose à ce qu'ils disent. Et au plus profond des villages, je vous raconte pas les accents dignes des meilleurs sketchs de Marlies Riegenstiel ou d'un doublage VA de Kansas of Alsace. Alors ça, c'est le code de la route des Sarafions. Et vu qu'il n'y a pas de photos de femmes à poil, faut apprendre à lire. Et s'il fallait rester dans l'univers de YouTube, comment ne pas parler de Seppel, le stagiaire d'Astronogeek? Et Seppel, wird der Reklam mit mehr Morakel? Pour la similitude avec l'allemand et même le suisse-allemand, je dirais 7 ou 8 sur 10. Parler l'alsacien, ça aide énormément pour apprendre l'allemand. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, avec certains Allemands, ça marche de parler alsacien. Ça dépend vraiment de la région d'où ils viennent. Bonjour Alphonsine, comme ça un peu en vrac, la place des femmes résistantes, le traitement de celles qui n'ont pas résisté, le burlesque et les sujets coquins. D'agréables fêtes en attendant tes vidéos. C'est vrai que c'est des sujets que je pourrais traiter. Je vais les ajouter à ma liste, merci. Par contre, pour les sujets coquins, ça c'est un peu plus compliqué. J'ai déjà traité des sujets un peu borderline, comme l'histoire du diktat de l'épilation, qui m'a valu des restrictions de la part de YouTube,
interdite aux moins de 16 ans, même si cette vidéo m'avait quand même fait gagner le concours des internets en 2021. Ironie du truc, le prix que j'ai eu était décerné par YouTube France. Je me suis aussi pris un shadow ban sur un short qui traitait de la légende urbaine sur l'invention de la poupée gonflable. Donc voilà, je me risquerai plus trop sur ce genre de sujet dans l'immédiat. Bon, après celui-là, je crois que je l'ai cherché un petit peu aussi. J'ai mis poupée gonflable et Hitler dans la même phrase. Par contre, si ça vous intéresse comme sujet le sexe et la guerre, je peux vous recommander un livre qui est vraiment très bien. C'est 1940-45, année érotique, l'occupation intime de Patrick Buisson. Je l'avais trouvé par hasard il y a quelques années dans une librairie. Trouvaille passionnante. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre chaîne? Ça ne serait que justice avec tout le travail que vous réalisez, recherche, recoupement, montage, etc. En tout cas, merci, votre chaîne est passionnante. Bonne humeur, info de qualité, Alain, abonné récent mais convaincu. Oui, je gagne de l'argent avec ma chaîne. Un peu. Ça fait environ 1 an et demi que j'ai enfin réussi à réunir tous les critères pour bénéficier de la monétisation. Vous savez, les coupures pub au début ou dans les vidéos, maintenant je touche une petite part dessus. Bon, par contre, attention, j'ai dit une petite part, la YouTube monnaie, il y a beaucoup d'idées reçues dessus. Beaucoup de gens croient que tous les youtubeurs sont super riches et qu'on gagne très bien notre vie avec ça. Genre qu'on est assis sur un Everest de thunes façon inoxtag. Mais franchement, faut faire vraiment beaucoup de vues pour ça. Et en général, tout l'argent gagné est réinvesti dans la production en payant un monteur par exemple. Là où j'ai de la chance, c'est que j'ai pas de monteur à payer vu qu'on fait ça ensemble avec Julien. Mais même en gardant tous les revenus pour moi, je pourrais absolument pas en vivre avec le nombre de vues que je fais. Vous voulez savoir combien, j'imagine? Alors, je vais être transparente avec vous. En 2024, j'ai gagné 84 € net par mois grâce à YouTube. Je dis net, parce que bien entendu, il y a des taxes à payer, sinon c'est trop facile. Disons que c'est tout juste de l'argent de poche. Mais le premier vrai argent que j'ai touché grâce à ma chaîne avant d'avoir la monétisation, c'était les prix de 2 concours que j'ai gagnés. Les internets en 2021 et le prix des youtubeurs d'histoire au salon Histoire de lire en 2023. C'était super car assez conséquent et ça m'a bien aidé à investir dans un peu de matériel. Mais c'est du gain ponctuel, c'est un one shot, c'est pas un revenu récurrent. Les vidéastes qui gagnent leur vie grâce à leur contenu, c'est souvent à travers des sponsors pour des marques ou produits. Je commence à avoir quelques propositions avec l'évolution de ma chaîne, mais je suis encore loin de pouvoir en faire un revenu principal pour l'instant. Et puis c'est pas tellement le but, j'ai déjà mon métier qui me plaît beaucoup et que je compte pas arrêter même au profit des vidéos. Ah oui, et dernier truc, c'est les collabs avec les musées. En 2024, vous avez pu voir le musée Bartholdi de Colmar, l'écomusée d'Alsace ou encore les anciens commerces à Douai en Anjou. Je les mentionne comme collaboration commerciale par souci de transparence, mais on n'est pas sur la même chose que pour une marque. On est plus sur de l'échange de bons procédés, je mets en valeur leur lieu, je leur donne un peu de visibilité et en échange j'ai un accès privilégié à leur musée ou à leur collection pour faire des vidéos qui me font envie. C'est aussi une chance pour moi. Des fois se met en place un défraiement parce que je veux pas être à mes frais, mais clairement on n'est pas sur du revenu. C'est pas impossible qu'un jour ça change, mais ça implique aussi que le projet ne soit pas à mon initiative, mais plutôt une commande. Concernant le soutien de la communauté, de vous, regardez, partagez mes vidéos, c'est déjà super important. Et si vous voulez participer financièrement, j'ai pas de système de dons en place, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je me sentirais un peu comme obligée de fournir du contenu et j'en ai pas trop envie. Si vous voulez m'aider, j'ai différentes boutiques en ligne qui sont toujours dans la description de mes vidéos, que ce soit la toute nouvelle boutique de merch dont je vais vous parler un peu plus tard, ma boutique Etsy de déco en bois bien sûr, mon vrai métier si vous avez bien suivi, ou alors mon Vinted où je balance quelques-unes de mes trouvailles glanées à gauche à droite et des pièces sorties de mon dressing. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Si oui, lesquels? Et sinon je te boude. Alors t'auras pas besoin de me bouder, oui je joue et ça fait plus de 30 ans que j'adore ça. Mes 2 premières consoles, c'était la Game Boy et la PlayStation 1 et celle-là reste encore ma préférée aujourd'hui. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et que YouTube avait cette gueule, je faisais toutes sortes de vlogs et autres trucs moches et mal montés sur Windows Movie Maker. On notera que j'ai rejoint YouTube le 13 août 2007, donc c'était vraiment tout au début de l'histoire de la plateforme, qui a été créée en 2005 par des anciens employés de PayPal. Voilà, c'était la petite anecdote histoire à retenir. Donc je disais, je faisais des vidéos diverses et variées, entre autres pour la communauté Gothic Lolita, et pendant un petit moment, autour de 2010-2013, j'avais un format, la petite joueuse du dimanche, et c'était du let's play. J'avais acheté sur eBay à l'époque une carte de capture USB pour pouvoir enregistrer ma PS2. Chaque semaine, je postais un niveau ou un chapitre d'un jeu. De mémoire, j'avais posté un let's play complet de Final Fantasy VIII et de Rayman 2.
Quand j'étais plus jeune, je jouais vraiment beaucoup, je pouvais y passer toutes mes vacances. Je préférais les jeux vidéo plutôt que d'aller faire la fête ou de traîner dans la rue. Donc voilà, j'ai révélé mon secret. Au début des années 2010, ma chaîne contenait pas mal de gaming et j'avais atteint un peu plus de 300 abonnés. Quand j'ai lancé la chaîne d'histoire au départ, je voulais recycler mon ancienne chaîne et du coup commencer avec ses 300 et quelques abonnés. Mais le seul truc, c'est que l'URL de la chaîne, c'était Bonbon Maléfique, mon ancien pseudo de Lolita. Et là, j'ai appris avec horreur qu'on pouvait pas le modifier. Donc j'ai supprimé cette chaîne et j'ai créé celle que j'ai aujourd'hui. Je joue beaucoup moins que quand j'étais ado, mais franchement, si je devais créer maintenant une chaîne secondaire, ce serait le retour de la joueuse du dimanche avec du let's play des meilleurs jeux de vieux, mes jeux préférés. Tomb Raider 1 à 7, ça c'est vraiment ce que j'aime le plus. Je suis d'ailleurs ultra fan des remakes sur PS4 que je dévore et dont je me lasse absolument pas. C'est pareil pour les trilogies Crash Bandicoot ou Spyro le Dragon. N'empêche, je me demande ce que je serais devenue aujourd'hui si j'avais commencé à faire des vidéos d'histoire en 2007. Si j'avais pas fait de gaming, si j'avais pas eu ma période Lolita, ou alors je serais dans le gaming, je sais pas. Mais bon, je l'ai pas fait. J'étais trop occupée à vouloir percer dans la musique. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, ça c'était vos questions et il est temps de passer à la suite. Le petit récap des 2 années passées et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 vu que j'avais pas fait de FAQ l'année dernière? Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu passer et j'en ai parlé aussi sur mon onglet communauté. En 2023, j'ai encore eu la chance de gagner le grand prix d'un concours de vidéos. Celui du prix des youtubeurs d'histoire organisé par le salon Histoire de lire à Versailles. C'était vraiment ça le gros truc de l'année. C'était vraiment une grosse surprise et je m'attendais pas du tout à gagner ce prix. La vidéo que j'avais choisie, c'était celle sur la musique des années 20. J'aurais bien aimé participer avec un des épisodes de ma série Souviens-toi le siècle dernier, qui était le gros projet de l'année, mais malheureusement, il fallait que la vidéo soit publiée dans une fourchette précise de date. À 2 jours près, c'est tombé à côté, donc j'ai pas eu trop le choix. Mais ça m'a porté chance puisque l'épisode de Qu'est-ce que tu vas nous chanter a séduit le jury par son originalité. Je sais que c'est un format que vous appréciez et il me reste encore quelques décennies à traiter. J'ai 30, 50, 90 et 2000 et je vais probablement devoir faire l'impasse sur 1910, désolé. C'est un petit peu compliqué de trouver des instrus de l'époque sur lesquels chanter. Sinon, il me faudrait un pianiste pour m'accompagner, mais c'est compliqué. Sinon, pour arriver à 2024, j'ai fait beaucoup de gros projets, dont pas moins de 3 partenariats avec des musées que j'ai évoqués plus tôt. La vidéo qui retrace l'histoire de la Statue de la Liberté avec le musée Bartholdi de Colmar. Ensuite, un nouvel épisode de Souviens-toi le siècle dernier tourné à l'écomusée d'Alsace avec qui j'avais déjà travaillé sur la vidéo qui parle du costume alsacien il y a 2 ans. Et pour finir, un gros partenariat pour 4 vidéos avec le musée aux anciens commerces à Douai en Anjou. 2 de ces vidéos sont déjà sorties et 2 sont encore à venir et ce sont des affaires criminelles. Ça va vous plaire. Je vois aussi que vous appréciez toujours autant mes formats short et j'arrive toujours pas à convertir et rediriger l'audience short vers mes formats longs, mais ça me semble être quasi impossible à faire. En tout cas, ça vous concerne pas si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous faites partie de l'élite qui possède l'attention nécessaire à m'écouter parler plus d'1 minute. Nouveauté chez YouTube d'ailleurs, l'introduction des shorts longs, les chlons. Alors que les vidéos verticales, les shorts étaient limitées à 1 minute, YouTube a décidé de passer la limite à 3 minutes et ça change pas mal la donne. Je peux maintenant m'étaler un petit peu plus sur les détails dans ces formats et m'éviter les commentaires du genre « T'as oublié ça ?» Non Jean-Pierre, j'ai pas oublié, c'est juste que résumer cette histoire en moins d'1 minute me permet pas de tout dire. On va voir comment ce format évolue au courant de l'année, affaire à suivre. S'il y a une vidéo cette année que vous aviez particulièrement aimée, le banger d'Alphonsine, c'est bien celle sur l'histoire de la Jeep. Bon, vu mon audience, je me doutais bien que ce format allait avoir du succès. Et forcément, vous avez été nombreux à me demander d'autres vidéos dans le même genre. Je vais exaucer votre vœu. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus, parce que c'est en cours et ça va envoyer du lourd. Il me reste encore un point à aborder avant de finir cette vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai récemment ouvert une petite boutique de merch liée à la chaîne. C'est une fonctionnalité proposée par YouTube en partenariat avec des plateformes d'impression à la demande. Du coup, ça apparaît dans un onglet dédié sur la page de la chaîne, mais aussi en dessous de certaines vidéos. En gros, avec Julien, on s'est posé, on a créé quelques designs sympas tournant autour de la chaîne et des sujets qu'on y aborde. Mug, t-shirt, hoodie, casquette, tote bag, c'est du classique, parce que de toute façon, c'est ce genre de truc que propose la plateforme. J'avais depuis longtemps envie d'un mug à l'effigie de la chaîne, je trouve ça marrant, du coup, j'en ai fait 2.
le classique demande à ta grand-mère, le format principal de la chaîne depuis le tout début, et ce magnifique gros mug de farbe que vous me voyez tenir depuis le début de la vidéo. Le tampon farbe associé à l'excuse qu'ils sortent tout le temps, à savoir tout n'a pas été pris en photo, mais bien sûr. Si vous n'avez pas la ref, c'est que vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la voir après celle-là, le sarcasme y est très présent. Sinon, j'ai commandé quelques-uns des objets de la boutique, c'est surtout pour vérifier la qualité avant de vous les présenter, car comme c'est pas moi qui les fabrique, on sait jamais. Visiblement, ça me semble être très bien, le tote bag est vraiment cool, le tissu est assez lourd, je m'y attendais pas, car ceux que j'ai à la maison sont vraiment fins, c'est pas du tout le cas de celui-là. Pour ce que ça vaut, c'est du coton bio. Niveau t-shirt et hoodie par contre, j'en ai pas commandé, mais je veux vous parler des designs. On voulait pas faire juste un truc avec écrit Alphonsine Vintage ou Demande à ta grand-mère, c'est un peu nul, je prétends pas être une marque cool non plus. Alors on est parti sur des références pointues, la casquette farbe évidemment, que j'espère vraiment de tout cœur voir sur la tête de quelqu'un au détour d'une salle de musée ou sur un événement, ça me fera beaucoup rire. Niveau t-shirt et hoodie, on est parti sur un design véhicule seconde guerre avec le Rota Buggy, la Jeep volante. Oui, ça a vraiment existé et je peux vous garantir qu'avec ça, vous risquez de faire débuter des conversations. Assurez-vous juste d'avoir vu ma vidéo sur la Jeep pour pouvoir raconter son histoire. J'ai aussi voulu créer un design texte reprenant le célèbre slogan « Vintage Style, not Vintage Values » qui me parle beaucoup puisque c'est ce que j'applique et que je m'étale bien sur le sujet dans la vidéo que j'ai faite sur les Tradwives si ça vous intéresse. Donc sachez que si vous allez vous commander une bricole, ça aide la chaîne, ça me permet de continuer à vous proposer des vidéos de mieux en mieux produites. On s'interdit pas de créer d'autres produits bien entendu, suivant notre inspiration, je manquerai pas de vous les annoncer sur l'onglet communauté de la chaîne si c'est le cas. Quelqu'un m'avait mis en commentaire que c'était dommage car il n'y a pas sur la boutique de jolies robes vintage. Alors oui c'est vrai, mais c'est du merch basique, pas une marque de vêtements. Si un jour je devais faire quelque chose dans le genre, et j'avoue que ça me plairait bien, ce serait une association avec une marque existante pour une collection par exemple. Mais on peut rêver, un jour peut-être. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que vous répondrez toujours présent et que vous continuez à regarder mes futures vidéos car c'est bien ça le plus important. Alors comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.